Au moins 71 millions de personnes errent actuellement à travers le monde comme réfugiés et la journée du 20 juin leur avait été consacrée par les Nations Unies pour se souvenir de ces personnes. Bonsoir et bienvenue aux droits de l'homme à la portée de tous, votre émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme. Elle va passer en revue aujourd'hui l'actualité qui est dominée par cette célébration de la journée du 20 mai, parler de l'invalidation de quelques députés par la Cour constitutionnelle, parler aussi de la jeune fille de 13 ans qui a été violée par ses collègues de classe avant d'aborder comme thème la torture. Vous savez que chaque 26 juin de chaque année est consacré à la lutte contre la torture. Pour le dire, je ne suis pas seule. Je suis accompagné de Maître Henri Wemboloa, qui est président de l'AUDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG des droits de l'homme. Il est aussi coordonnateur du REPRODEF. Bonsoir Maître, bienvenue. Merci, bonsoir Madame et bonsoir les téléspectateurs. Alors, avant de poursuivre avec cette émission, nous allons devoir suivre un élément avec la technique sur la situation des réfugiés à travers le monde. Et puis, on se retrouve juste après. Décrétée en décembre 2000 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée est l'occasion de rendre hommage aux personnes qui ont dû tout fuir afin de saluer leur espoir et leur courage de reconstruire leur vie en sécurité. Le choix de la date du 20 juin a été opérée en coïncidence avec la célébration de la journée du réfugié africain qui préexistait. Elle a été célébrée pour la première fois le 20 juin 2001. Depuis lors, cette journée commémorative est désormais célébrée dans de nombreux pays pour rendre hommage aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, aux personnes déplacées ainsi qu'aux apatrides. Cette journée donne lieu à des initiatives et manifestations très variées impliquant des associations, des citoyens et des réfugiés. Elle vise également à fournir à chacun les moyens de comprendre la situation des réfugiés et l'impérieux besoin de les protéger et de les accueillir. Notons tout de même que plus de 21 millions de personnes ont dû quitter leur pays parce que ces derniers ne voulaient ou ne pouvaient plus les protéger. Ces personnes, devenues alors des réfugiés, ont des droits spécifiques, à savoir ne pas être renvoyés dans leur pays pour pouvoir demander la protection de notre État, pouvoir franchir, même sans document, une frontière pour se mettre à l'abri. Signalons également, sans le respect de ces trois principes fondamentaux, les réfugiés ne peuvent pas être protégés. Merci à la technique pour cet élément. Maître, là, c'est une situation catastrophique. Au moins 71 millions de personnes errent à travers le monde, comme je viens de l'annoncer. Et une grande partie de ces personnes se trouvent en Afrique. Ils ont quitté leur milieu immédiat de vie à cause du climat qui ne donne pas peut-être pour la culture. Il y a les conflits armés, il y a les conflits intercommunautaires. Votre commentaire là sur la journée du 20 juin? Oui, le 20 juin, c'est une journée pour la célébration on commémore un peu la situation des réfugiés qui sont nombreux, comme vous le dites, à travers le monde. Et ils sont poussés dans cet état, dans ces conditions, dans ce statut, parce que les conditions internes dans le pays ne le permettent pas. Il y a des gens qui sont persécutés, il y a des gens qui vivent des conditions inhumaines et qui cherchent à se réfugier quelque part pour survivre. Et bien sûr, vous savez, la traversée des mers et des fleuves, il y en a même qui meurent en traversant tout ça. Donc il y a des situations graves. Et comme vous le dites, vous le constatez, en Afrique, ce sont des conflits armés, ce sont des crises politiques, c'est la crise économique, et avec ça, les gens traversent les frontières et se retrouvent dans d'autres États qui les accueillent. Et là, les Nations Unies ont organisé avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme les conditions d'accueil pour soulager tant soit peu leurs conditions. Et ils peuvent retourner au pays lorsque la situation se normalise. Voilà cette situation qui est déplorable, qui n'est pas à souhaiter, mais nombreux sont
obligés de traverser les frontières et d'obtenir une protection. Et les États protègent aussi, même si par moment, à travers les différents États, on voit que ces personnes continuent aussi à souffrir. Et dans les pays d'accueil. Donc c'est ce qui est aussi déplorable. Il faudrait maximiser des moyens pour les soulager dans ce cas. Oui, mais j'en profite pour vous poser cette petite question. Pourquoi est-ce que le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est une agence des Nations Unies, ne cherche pas à régler les conflits en amont, surtout dans les pays africains, pour éviter l'afflux de ces réfugiés? Là, vous touchez à l'organisation au sein du système des Nations Unies. Il y a chaque organisation internationale ou institution spécialisée par rapport à une thématique bien déterminée. Nous disons au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au commissariat pour les réfugiés, il y a Organisation mondiale de la santé. Et donc, chaque institution spécialisée a ses objectifs. Il y a des institutions qui s'occupent des questions de la paix et la sécurité, mais pour ce qui concerne le HCR, il s'occupe de la situation des réfugiés. Mais voyez aussi que même en plus des réfugiés, il y a aussi des déplacés internes au sein des États, comme dans notre pays, avec des calamités, avec même des conflits. Là, il y a des gens qui, sans le vouloir, sont obligés de quitter leur maison, tout leur avoir laissé et aller chercher à survivre quelque part. Et donc, ces gens-là méritent une attention particulière et une protection spécifique. Merci, maître, de cette explication sur la condition inhumaine des plupart des réfugiés. Fidèles téléspectateurs, nous continuons avec Droits de l'homme à la portée de tous, votre émission, et nous parlons de l'invalidation de quelques députés à l'Assemblée nationale. Maître, il y a un homme dont j'ai écouté l'intervention sur une radio qui a dit qu'il faudra fermer catégoriquement la faculté des droits et tous les tribunaux. Comme ça, nous allons régler nos différends comme dans le passé, à l'époque de nos ancêtres. Tu fais du mal à quelqu'un, il prend une machette, il règle et il finit avec toi. Est-ce que c'est votre avis? Parce qu'aujourd'hui, la Cour est allée au-delà du délai imparti par la Constitution. Est-ce qu'il faut considérer tout ce que la Cour a dit, parce que ces décisions ne sont pas attaquables? Madame, nous avons de sérieux problèmes et nous devons nous comporter comme des responsables. Dire qu'il faudrait retourner à la vengeance privée, c'est nous ramener dans la forêt, en C'était brousse, son avis. dans la jungle. Je crois que personne n'a intérêt. Mais nous avons tous intérêt de voir comment tout le monde peut fournir des efforts pour qu'on puisse consolider un état de droit. Tout à fait. Pour que nous puissions avoir une démocratie dans ce pays. Et aujourd'hui, on va jeter les pierres à la Cour constitutionnelle. Mais demain, ça sera au gouvernement. Et le lendemain, ça sera dans les partis politiques. Et après, c'est les organisations de la société civile. Et donc, nous avons des problèmes très sérieux. Et nous vivons des moments qui devraient nous interpeller pour changer. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a une mission, a une loi et doit respecter cette loi. Et aujourd'hui, il y a plusieurs députés qui se retrouvent en train de dormir à la belle étoile, en train de chanter ou en train de prier ou marcher pieds nus. Je crois que ce ne sont que des conséquences d'une mauvaise gouvernance. Et cette situation a perduré pendant un temps. Voilà pourquoi c'est le moment que tout le monde puisse penser à repenser ce système-là. Que la justice fasse correctement son travail, que la justice puisse avoir les moyens nécessaires pour faire son travail. La Cour constitutionnelle, je crois, c'était en 2011, il y a eu encore un afflux de plaintes, de recours, et ils étaient dans la même difficulté. Mais la loi organique et même la Constitution prévoit qu'il y ait des juges référendaires au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, il y a des personnalités, des personnes qui pouvaient aider les 9 juges de la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Et donc, il y a lieu
d'ouvrir l'œil le plus Mais grand. qu'est-ce qu'il faudra faire avec pour que l'on puisse nommer des personnes qui peuvent aider les juges. Ils ne sont pas des magiciens, c'est vrai, mais quelque part, la Cour constitutionnelle elle-même est responsable pour quelque chose. Parce que, apparemment, c'est ce que nous dirons, à moins qu'elle prouve le contraire, qu'ils n'ont jamais eu le souci de nommer ou de sélectionner des gens pour les aider. Et voilà. Mais la Constitution leur donne... la Constitution et la loi organique prévoient... à d'autres expertises. Oui, la Constitution et la loi prévoient qu'il y ait ces référendaires, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait autant d'années passées. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Madame, il y en a qui disent, voilà, il faut qu'on va corriger des erreurs matérielles. Pour moi, je suis vraiment c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire à sceptique. Erreur matérielle, c'est quoi? Il faut demander à la Cour constitutionnelle, ça signifie quoi, erreur matérielle? Donc, il y a des problèmes et il faut chercher des solutions. Peut-être qu'on peut recourir à des solutions politiques, mais donnons la chance qu'on puisse résoudre ce problème-là. Parce qu'on aura une difficulté, c'est laquelle? Avoir des personnes qui n'ont pas de légitimité au niveau de l'hémicycle du Parlement, la majorité de la population n'aura pas de crédit devant cette institution. Ce sont des risques que je présente là, et des craintes. Et les décisions qui peuvent être prises par cette grande institution ne pourront pas être acceptées facilement. Et donc, on risque de forcer les gens à recourir à la violence, alors que la Cour est à la révolution, pour les dépôts des recours. Il y et avait à 8 jours. autre chose. Et donc, il faudrait que désormais, l'on pense à éviter des situations désagréables comme celles que nous vivons aujourd'hui. La République, on dirait, est en difficulté. Effectivement, la République est en difficulté. Mais pourquoi? Il y a eu alternance. Mais est-ce que l'alternance n'était pas faite dans de bonnes conditions? Ou encore, on peut dire que la gestion n'a pas été bonne pendant un bon moment et on est maintenant dans les difficultés, on doit récolter ce que l'on a semé. Voilà la situation. Espérons qu'il y a des efforts qui doivent être fournis. Les gens qui ont été invalidés, les gens qui doivent travailler au Parlement, et tous ceux qui sont au Parlement doivent travailler pour le peuple. S'ils ne travaillent pas pour le peuple va se réveiller, et nous ne savons pas aujourd'hui envisager ce qui peut arriver. Parce que la crise économique est très profonde dans ce pays. Nous pouvons parler de Kinshasa. Aller dans certaines communes de la ville de Kinshasa, mais c'est comme les villages. Les gens vivent dans les conditions où ils n'ont même pas de l'eau, ils n'ont pas d'énergie électrique, ils n'ont presque pas de... Donc il n'y a rien. Ici même dans la ville de Kinshasa, partez à Mombele, partez à Kindele, il y a plusieurs coins où la situation est ainsi catastrophique. Et donc, ce sont des situations qui sont explosives. On ne sait pas, ces gens-là, comment ils peuvent réagir. Aujourd'hui, on se plaint du phénomène Kuluna. Mais il y a des cités où vous allez, il n'y a que des bars. Il n'y a que des bars dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Pendant la journée comme la nuit. Quand vous y passez, vous sentez que donc les gens sont là prêts pour tout. Et c'est ainsi que vous avez vu, même juste après la proclamation des résultats, il y a eu des bagarres, les gens se sont entretués. Donc il faut penser comment gérer ces situations-là pour qu'il n'y ait pas une bombe. C'est les nations, c'est les droits qui conduisent les peuples. Merci beaucoup, maître. Cette crise économique, c'est une bombe à retardement. Et ce mépris de ces populations-là, cette négligence de ces populations, et voire même toutes ces situations d'invalidation des personnes qui ont de la légitimité sur le terrain, ce sont des bombes à retardement. Il faut mieux gérer ces situations. Il faut mieux gérer cette situation. Merci, maître, fidèles téléspectateurs. Nous vivons dans un monde où, au pied des immeubles et des gratte-ciel, ce sont des squats où les autres humains comme nous cohabitent avec les rats et mangent même au niveau des décharges. Nous poursuivons avec cette émission pour parler de la fille de 13 ans, étudiant à l'école Révérend Kim, qui a été violée par ses collègues. La femme est un être vulnérable et sa situation doit être prise au sérieux.
au sérieux. Maître Henri, vous avez aussi suivi, comme nous à travers les médias, ce problème qui est grave, une fillette violée par les autres grands garçons. Mais notre inquiétude est que les juges, nous revenons toujours au droit et aux juges qui disent que voilà, ces enfants étaient des mineurs. Comment un mineur peut planifier une telle chose? C'est-à-dire amener cette fille, la droguer et puis la violer de cette façon. Quel est votre point de vue là-dessus? Madame, c'est un cas délicat. Délicat pourquoi? Parce que nous nous retrouvons face à un acte ignoble, nous devons tous le regretter. Et ce que nous souhaitons, qu'il y ait une prise en charge médicale pour cette fille et une prise en charge psychologique. C'est très important, il ne suffit pas de trop parler, de faire des manifestations et des réseaux sociaux occupés. C'est une affaire qui est à la une, c'est aussi traumatisant. Ça fait très mal. Ça fait mal, la famille, la fille. Mais pourquoi? Mais ici, ceux-là qui étaient libérés, c'est sur base de quel... Non, nous disons que c'est un problème qui ne doit pas être souhaité, mais malheureusement, nous nous retrouvons face à un manquement qui est commis par des enfants. Qui est enfant? Tout celui qui a moins de 18 ans, d'abord. Nous partons de ce principe-là. Tout à fait. On dit la fille a 13 ans, elle est mineure. Tout à fait. On peut même dire, les autres enfants, les garçons qui ont 14 ans, ils sont des mineurs. Et au regard de notre loi sur la protection de l'enfant, tout enfant qui a 14 ans, moins de 14 ans, n'est pas responsable pénalement. C'est-à-dire, il peut poser... L'infraction est prouvée, maître. Non, c'est aussi ça la civilisation. On se dit qu'un enfant qui a moins qui a 14 ans, moins de 14 ans, il n'a pas les facultés mentales. Il n'est pas responsable en quelque sorte de ses actes. Voilà pourquoi il faut insister sur l'éducation des enfants. Ceci est très important. Moi, il y a beaucoup d'aspects, mais je vais insister sur ça. Qu'un enfant reste un enfant. Quand bien même il a commis un forfait quelconque, on appelle ça manquement, on ne dit pas ça infraction même, il faut d'abord l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce sont des normes internationales, c'est notre loi qui veut que pour tout enfant mineur, quel que soit son acte posé, la réponse, c'est d'abord l'intérêt supérieur de cet enfant. Mais l'intérêt qui a été nous voyons l'intérêt, il faut voir l'intérêt de tous ces enfants-là. C'est ça le problème. Ça peut faire mal, mais la réalité est celle-là. Quand vous avez, même chez vous à la maison, deux enfants, 13, 14 ans, qui font de n'importe quoi, il faut retenir qu'il faut d'abord l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais même nos ancêtres. Maintenant, les autres enfants, c'est de la pédagogie. Les autres enfants aussi vont faire n'importe quoi. Ils vont se dire, nous sommes protégés par la loi, même si on commet des abus sur les autres qui sont moins âgés que nous, nous serons protégés. Ce n'est pas ça. Même nos ancêtres nous ont dit, lorsque votre enfant a brûlé la maison, prenons cet enfant-là mineur, vous ne prenez pas cet enfant, vous allez le jeter dans le feu. Vous n'allez pas le brûler. La jambe. Il faut le casser la jambe. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, je crois qu'il faut comprendre un peu les choses dans ce sens-là et avoir un peu de recul avant de prendre toute décision que ce soit. Mais au plus profond, c'est d'accorder plus de l'importance à l'éducation. Lorsque nous s'aimons dans l'éducation des enfants, nous savons épargner des actes de méchanceté et de violence. C'est ça qu'il faut. Mais ceci n'exclut pas ce que nous appelons la responsabilité des parents, des tuteurs. Mais comment expliquer une pièce de 13 ans, c'est là qu'on appelle le civilement responsable. Et ils peuvent payer les dommages-intérêts en faveur de la victime d'un manquement causé par Mais aujourd'hui, on a d'une part les marches en faveur de cette fillette et d'autre part, il y a des gens à la Cour constitutionnelle et les pays comme ça avec les sautes moutons. Vous trouvez que les droits aussi des autres est
en danger. Non, non, il faut comprendre, nous avons autant de droits et il y a par moment d'autres droits en présence. Ouais. Et il faut comprendre ces réalités. Vous parlez de saute-mouton, vous allez vous réjouir quand vous allez voir la ville urbanisée. Donc Mais, ça va venir. Tout ça, on va en parler parce qu'en droit public, la durée aussi des débuts de ces travaux et leur fin devrait être mentionnée. Je crois que l'administration aurait mieux pu faire de signaler que ça peut prendre autant de mois, que les gens soient informés et on supporte, sachant que c'est une situation qui est passagère. Effectivement, c'est passager. Et là, je vous ravis la parole parce que nous allons rapidement aborder les thèmes de cette émission qui est la torture. Le 26 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la torture. Mais il y avait une observation, Maître Henri, finale du Comité des Nations Unies contre la torture, et la RDC avait présenté son rapport. Qu'est-ce qui a été formulé comme recommandation? Est-ce qu'il y a des sanctions quand un État a été retenu comme celui qui a commis beaucoup de vues en faveur de la torture? Qu'est-ce qu'il y a? La question que vous posez, elle est intéressante, mais il faut comprendre tout de suite qu'un État est souverain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Au nom de la souveraineté, il faut torturer les autres. Il n'y a pas une structure qui vient faire des impositions sur l'État de manière à sanctionner et punir les autres. Mais il y a un travail de profondeur qui est fait. L'État qui est souverain accepte aussi souverainement de respecter la Convention. Par exemple, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. La RDC l'a ratifié. Et donc, la RDC est obligée de faire en tout et pour tout ce qui est possible, de telle sorte qu'il n'y ait pas des actes de torture sur son territoire. Ça, c'est une obligation pour la RDC. Et lorsqu'on a analysé le rapport du gouvernement congolais, qui est intervenu après 10 ans de retard, le comité a formulé certaines recommandations, il a fait certaines observations. Est-ce qu'il y a aussi des sanctions quand ça termine avec un retard? Non, il n'y a pas de sanctions comme telles. La sanction, ce n'est pas un bâton qu'on tape sur quelqu'un. Sur le plan international, ce n'est pas le bâton. Mais il y a aussi la crédibilité. Il y a aussi l'honneur. Tout État ou tout dirigeant tient à son honneur. Et lorsque, sur le plan international, on est mal considéré pour tel ou tel autre acte, donc cela apparaît comme si ce sont des personnes qui ne respectent pas les droits. Et donc, on est en quelque sorte stigmatisé. Ça ne fait pas honneur. C'est ainsi qu'on dit même que le droit international, c'est un droit des nations civilisées. Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un que vous n'êtes pas civilisé, vous entendez d'autres mots qui viennent comme contraire. Et personne n'accepte pas de ne pas être ces États civilisés. Et voilà pourquoi, parmi les observations, on a voulu que la RDC puisse reformuler, compléter sa loi criminalisant la torture. Parce que dans notre loi criminalisant la torture, nous avons presque, en quelque sorte, une ou deux dispositions seulement. On définit la torture, une définition vraiment qui est acceptable et on félicite la RDC parce que la définition est conforme à celle des Nations Unies qui est prévue par la Convention contre la torture. Et on dit la torture, cet acte-là est imprescriptible, c'est-à-dire que toute personne qui commet cet acte-là peut être poursuivie toute sa vie durant. Mais il y a des gens aussi qui meurent, après des années et des années. Il y a des gens qui meurent qui ont commis des tortures, de la torture partout, qui ont tué des gens. Et ils meurent même, ils laissent toujours cette phrase-là des Nations Unies. Maître, s'il vous plaît, là nous continuons et nous devons atterrir sur cette émission. Fidèles téléspectateurs, nous allons parler de l'arrestation arbitraire et les conditions de détention dans des prisons. Maître, est-ce qu'il y a une loi spécifique garantie par la Constitution et autres instruments juridiques nationaux et internationaux obligeant les États à traiter ceux qui sont détenus comme des hommes?
Est-ce qu'il y a cette loi-là? C'est aussi la Convention contre la torture. Parce que même dans les observations qui ont été formulées pour la RDC, on a demandé à la RDC d'améliorer les conditions de détention. Que ce soit dans les cachots ou au niveau des parquets et même au niveau de la prison. On a constaté qu'il y a certains milieux, il n'y a pas de littérine, c'est-à-dire les gens dorment à même le sol, c'est pas normal, c'est inhumain. Mais est-ce qu'il n'y a pas à manger quand même quand les États font cela? Et les conditions aussi ne sont pas non plus par moments régulières, c'est-à-dire dans un cachot, quelqu'un y est entré, mais le nom ne figure pas sur le registre. Ça aussi, c'est un élément très important. Il faudrait que tout OPJ puisse avoir un registre. Un registre où l'on mentionne que tel est entré à telle heure, et on peut suivre aussi, il est sorti de là à telle heure. Et on a juste 48 heures pour arrêter. Mais c'est que si vous avez un problème avec votre voisin et que vous êtes juge, vous pouvez arrêter votre voisin sans repère, sans les détenir dans une prison. Là, ce sont des arrestations arbitraires. Là, ce sont des arrestations arbitraires. Donc, on doit tenir compte de registres. On doit avoir des registres. Des billets d'écrou. Donc, quelqu'un qui entre dans un cachot, le nom doit y figurer. Et toute personne doit obliger. C'est vrai qu'on se trouve dans des positions difficiles, mais il faut arriver à demander que l'on signe, qu'on mentionne quelque part qu'on est entré. Et même quand on est sorti, on mentionne qu'on est sorti. Et on peut vérifier si on respecte le délai de 48 heures. Aujourd'hui, dans certains pour la garde à vue. La garde à vue, 48 heures. Mais dans certains va cachots, parfois jusqu'à 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il y en a même qui meurent dans les polices. Mais tout ça, il y en a qui les meurent dans les hommes, polices. les juristes. Effectivement, c'est le travail qui est fait à ce niveau-là. Alors, je parlais même de la loi. Il faudrait que l'on arrive à parler de la responsabilité du chef hiérarchique. Il peut arriver que dans un service, on ne sait pas mettre la main sur la personne qui a torturé. Et le chef, qui est le responsable de ce milieu, il doit répondre. Il doit répondre de ce fait-là. Et très même souvent, si le tortionnaire a déjà pris les larges. Il a pris les larges, mais le chef est là, il doit savoir ce qui se fait par ses subalternes. Et donc, si on tient compte de cette réalité, il y a certaines personnes, que ce soit à Kinmazière ou dans beaucoup de services où la torture se pratique, le chef doit répondre, il doit être condamné pour ça. Et aussi, madame, la question des statistiques. La RDC est incapable aujourd'hui. La RDC est incapable aujourd'hui de dire que de 2011 jusqu'à ce jour, on a eu à condamner combien de personnes pour crime ou pour torture. C'est difficile. Et donc, il faut que prochainement, on puisse prendre toutes les précautions pour qu'on commence à savoir qu'il y a autant de victimes, il y a autant de plaintes déposées. Comment on a traité ces plaintes? Est-ce qu'on a condamné? Est-ce qu'on a indemnisé les victimes? Les condamnés à mort, les gens qui ont volé du manioc seulement encelés, tous ces gens-là doivent cohabiter dans une même cellule. Non, il y a la séparation. Il y a la séparation et d'ailleurs, quelqu'un qui attend son jugement, on devait le placer dans une maison d'arrêt. Et d'autre part, les personnes qui sont condamnées. Dans la prison, donc les personnes qui sont condamnées ne peuvent pas être mélangées avec ceux qui attendent un jugement. Parce que la conséquence c'est quoi? Il y a une école de crime. Celui qui est arrêté pour n'avoir rien fait, parce qu'il est suspect, il attend son jugement, il rencontre des grands bandits qui lui disent voilà comment régler son compte. Donc c'est toute une école. Merci, mais et là nous sommes aussi, à la fin. C'est parler des questions des services de sécurité, qui doivent vraiment être au service de la population, au service de la dignité humaine, et même un mécanisme national de prévention de la torture. Merci beaucoup, Maître Henri. Je rappelle que vous êtes président de l'AUDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG des droits de l'homme. Vous êtes aussi coordonnateur du REPRODEV, qui est réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, victimes. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je rappelle que le mercredi prochain, ça sera le 26 juin, la journée internationale de lutte contre la torture. De soutien aux victimes de la torture. Comme on a vu à Sado marcher pour des personnes qu'on a la peine de mort. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Dino Lumbongo était derrière les deux caméras. Arsène Zola à la régie finale.
Et Géry Bindé, les grands airs, a réalisé cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.